Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, les élections américaines redonnent la Chambre des représentants à Donald Trump. Sans surprise, les démocrates ont perdu du terrain, mais ils résistent tout de même plus que prévu. Nous partirons ensuite en Hongrie pour observer l'influence américaine qui œuvre pour déstabiliser le gouvernement de Viktor Orban. Et puis pour terminer, nous évoquerons l'arrivée imminente de clandestins de l'Ocean Viking dans le port de Marseille. Aux États-Unis, les élections de mi-mandat ont donné lieu à un retour en force du Parti républicain. Si la vague rouge est en dessous des attentes de certains commentateurs, elle pourrait toutefois suffire à chambouler la politique américaine. Explication. Une victoire du camp de Donald Trump, mais une victoire sans doute en deçà de ses attentes. Alors que les derniers bulletins de vote ne sont pas encore dépouillés dans un certain nombre d'États, la majorité républicaine à la Chambre des représentants est d'ores et déjà inéluctable. Un désaveu cinglant pour Joe Biden et ceux qui mènent sa politique. Les derniers dépouillements ont lieu dans des circonscriptions plutôt favorables aux républicains et devraient donc accentuer l'avance. Le revers pourrait être aussi rude que celui qu'avait suivi Barack Obama lors des élections intermédiaires de son premier mandat en 2010. Mais si le sort de la Chambre des représentants est déjà tracé, le cas du Sénat reste, lui, encore en suspens. Pour l'instant, les deux partis sont à égalité. Seule la Géorgie pourrait faire basculer la majorité dans un camp ou dans l'autre. Problème, aucun des candidats n'ayant obtenu le score de 50%, un second tour doit être organisé. Le résultat définitif de la Géorgie et donc du Sénat sera connu seulement le 6 septembre prochain. Des élections sénatoriales quelque peu décevantes pour Donald Trump, d'autant plus que le candidat républicain a perdu en Pennsylvanie, un État devenu central dans la campagne pour les deux partis. Ce territoire était en effet au cœur de l'attention depuis son basculement pro-Trump en 2016 et surtout depuis la contestation des résultats de l'élection présidentielle de 2020. Avant même la proclamation définitive des résultats, le sujet de la fraude est d'ailleurs remis sur la table. En Arizona, un des États pivots au cœur de la contestation de 2020, on a révélé des dysfonctionnements sur environ 20% des machines électorales. Donald Trump a d'ailleurs déclaré qu'il était prêt à contre-attaquer. Un autre scrutin a eu lieu le même jour à l'échelon local, des élections pour 36 postes de gouverneur. Là encore, Trump peut être un peu déçu par le score enregistré en Pennsylvanie, où le très trumpiste Douglas Mastriano a été sévèrement battu. Mais il peut toutefois se réjouir de certaines percées, notamment celle de Kari Lake en Arizona. L'ancienne démocrate, déçue par Barack Obama, était devenue une des plus fidèles de Donald Trump, notamment lors de la contestation de l'élection présidentielle de 2020. Autre victoire très importante, celle de Ron DeSantis, réélu gouverneur de Floride avec 59,4% des voix. Une victoire aussi nette qu'embarrassante pour l'ancien président. En effet, Ron DeSantis, catholique conservateur et défenseur d'une ligne très proche de l'ancien président, qui a déjà dit le considérer comme un ami, peut se féliciter d'une popularité grandissante au sein du Parti républicain, au point peut-être de faire de l'ombre à l'ancien président. D'autant plus qu'avec un bilan de gouverneur reconnu positif, il aurait des ambitions présidentielles pour 2024. Sa déclaration le soir de la victoire, expliquant que le combat ne faisait que commencer, en disait d'ailleurs long. Quoi qu'il en soit, Donald Trump peut se féliciter d'avoir réussi sa refonte du Parti républicain. La plupart des candidats victorieux, à l'instar de James Vance dans l'Ohio, ont bénéficié de son soutien, ce qui accroît sa légitimité. Comme à son accoutumée, l'ancien président peut aussi revendiquer une victoire contre les médias qui n'ont pas manqué d'agiter les prétendues menaces de violence et l'affaire du Capitole. De son côté, Joe Biden, avec une majorité républicaine et surtout trumpiste à la Chambre des représentants, pourra difficilement poursuivre sa politique durant les 2 années à venir. La question de l'armement en direction du conflit ukrainien pourrait ainsi être traitée bien différemment qu'avec la table ouverte depuis le début de la guerre. Par ailleurs, Joe Biden pourrait aussi subir les foudres d'une commission d'enquête menant à une procédure d'empêchement pour son attitude dans les affaires de son fils Hunter, notamment celles qui concernent l'Ukraine. Donald Trump peut donc se féliciter d'être toujours incontournable sur la scène politique américaine, de quoi prouver que les États-Unis sont restés fracturés depuis 2020 et pourraient facilement rebasculer en faveur du camp républicain en 2024, à plus forte raison si personne ne décide d'ici là de débrancher les ambitions de Joe Biden pour un 2e mandat.
L'ingérence des États-Unis d'Amérique dans les affaires intérieures de la Hongrie remise au goût du jour. Depuis plusieurs semaines, diverses polémiques ont fait irruption au sein de la vie publique à Budapest. Un reportage de nos correspondants en Europe centrale. Alors que la Hongrie est confrontée à des difficultés conséquentes, que ce soit l'affaiblissement de sa monnaie, l'inflation galopante, la guerre dans un pays voisin, l'Ukraine, ou encore son choix de maintenir des relations correctes avec Moscou en raison de sa forte dépendance énergétique aux ressources et aux infrastructures russes, les États-Unis ne semblent plus chercher à masquer leur volonté d'influer dans le jeu politique interne de la Hongrie en défaveur du Premier ministre conservateur Viktor Orban. L'ambiance actuelle rappelle celle d'il y a environ une décennie, lorsque la presse pro-gouvernementale hongroise s'indignait de la présence du chargé d'affaires de l'ambassade américain André Goodfriend, qui participait personnellement aux manifestations anti-Orban organisées par l'opposition hongroise. L'un des scandales qui animent la Hongrie depuis plusieurs semaines concerne le financement américain de la campagne de l'opposition libérale hongroise lors des élections législatives qui ont eu lieu en avril 2022. Un des feuilletons politiques de l'automne en Hongrie concerne l'affaire du financement polémique de la campagne de l'ancien candidat malheureux de l'opposition unie hongroise, Péter Márki-Zay. Alors, au stade actuel, c'est bien plus une polémique puisque le parquet hongrois a ouvert une enquête pour détournement et blanchiment. L'ancien candidat de l'opposition hongroise a reconnu avoir reçu une somme de 2 milliards de forints, c'est-à-dire environ 5 millions d'euros, de la part d'une ONG américaine qui s'appelle Action for Democracy. Alors, bien évidemment, ça pose toute une série de questions et de problèmes d'un point de vue juridique, puisque, comme en droit français, la loi hongroise interdit les financements étrangers de partis politiques, a fortiori lorsqu'on est en période de campagne électorale. Oui, sauf que le Péter Márki-Zay est à la tête d'un mouvement et non pas d'un parti. C'est sa défense. Alors, il explique que cet argent lui aurait permis de financer les activités de son mouvement et non pas sa campagne pour devenir Premier ministre face à Viktor Orban. On peut aussi douter, non pas seulement de cette argumentation, mais de celle de ses colistiers qui expliquent qu'ils n'avaient pas eu écho de ce financement, de cette somme d'argent. Alors il s'agit quand même de 5 millions d'euros, ça représenterait à peu près entre 50 et 60% du budget total de la campagne de l'opposition. L'autre point d'achoppement entre Washington et Budapest concerne l'action du nouvel ambassadeur américain à Budapest, David Pressman, dont la rencontre avec des juges hongrois a été dénoncée comme une ingérence américaine dans le système judiciaire de la Hongrie. J'étais dans la dernière semaine d'octobre à rencontrer 3 juges hongrois qui sont membres du Conseil national de la magistrature. Alors pourquoi c'est problématique ? Puisque un des aspects ou un des points d'achoppement depuis un certain nombre d'années entre Budapest et Bruxelles, ou justement Budapest et Washington, on ne sait plus trop, c'est ce qu'il est convenu d'appeler cette fameuse indépendance de la justice. Alors on ne sait pas si c'est une ingérence dans les affaires hongroises. Ce qui est sûr, c'est que c'est une provocation, puisque cette rencontre n'a pas fuité. C'est l'ambassadeur lui-même qui a décidé d'en parler, puisqu'il a publié une photo sur son compte Twitter. Ce nouvel ambassadeur américain, c'est vrai, met beaucoup le gouvernement hongrois dans l'embarras depuis qu'il est arrivé. M. Pressman est marié à un homme avec qui il a adopté 2 enfants, donc c'est ce qu'on appelle une famille arc-en-ciel. Et il faut savoir qu'il a rencontré toute une série d'officiels, dont la présidente Katalin Novák, mais il ne s'est pas encore affiché de manière officielle, publique, avec le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Même si cette ingérence américaine ne facilite pas toujours la vie de Budapest, notamment lorsqu'elle s'accompagne de mesures de rétorsion économiquement douloureuses pour la Hongrie, elle n'amène pas nécessairement d'effritement de la popularité de Viktor Orban, qui sait parfaitement tirer profit de la mentalité entêtée de sa population. Tout ça, évidemment, est utilisé de manière très copieuse par les réseaux gouvernementaux hongrois. Disons que ça les met dans l'embarras, mais en même temps, ça les arrange un peu, puisque c'est la preuve que la diplomatie américaine, surtout depuis que Biden est arrivé au pouvoir, et de manière tout à fait ouverte, sans s'en cacher, elle provoque sur le terrain du wokisme. Donc ça permet de complètement radicaliser le débat. Et de son côté, le gouvernement hongrois s'en plaint, évidemment, mais joue vraiment avec ses cartes visibles sur la table et espère que les midterms qui se tiendront cette semaine
déboucheront sur en quelque sorte un rééquilibrage du pouvoir américain au profit des républicains. L'Ocean Viking prête à accoster à Marseille. Refusé par l'Italie et sa nouvelle dirigeante Giorgia Meloni, le navire devrait terminer sa course en France et y amener pas moins de 234 clandestins. Le point sur cette bien bonne nouvelle. La France ouvre encore les bras à l'immigration clandestine. Les médias italiens sont formels. L'Ocean Viking accostera dans la nuit de mercredi à jeudi dans le port de Marseille. En mer depuis 18 jours, le célèbre navire avait l'interdiction d'accéder au port sicilien comme il en avait pris l'habitude. Giorgia Meloni, nommée présidente du Conseil des ministres d'Italie le 22 octobre dernier, s'est montrée ferme et a justifié son choix en expliquant que les citoyens italiens avaient demandé à ce que les frontières soient défendues, affirmant que le nouveau gouvernement ne trahirait pas sa promesse. Une promesse qu'il a tout de même fallu écorner puisque les passagers dits vulnérables de 3 autres bateaux, le Geo Barents, affrété par Médecins sans frontières, ainsi que le Humanity One et le Rise Above, tous deux affrétés par des ONG allemandes, ont été acceptés. Au vu des photos prises dans le Rise Above, difficile pourtant d'y distinguer des femmes et des enfants. Si le gouvernement français s'est indigné de la réaction italienne vis-à-vis de l'Ocean Viking, dénonçant un comportement inacceptable qui serait contraire aux droits de la mer et à l'esprit de solidarité européenne, il n'a pas fallu bien longtemps pour qu'il cède aux sirènes du politiquement correct. Le ministre Gérald Darmanin en personne aurait donné son accord pour que le pays accueille le bateau, démontrant, si cela était encore nécessaire, que ces sorties occasionnelles contre l'immigration massive et clandestine ne sont que de la poudre aux yeux pour séduire les électeurs de droite les plus crédules. Le journal La Sicilia, s'appuyant sur des sources du ministère français de l'Intérieur, précise que le débarquement à Marseille se fera sous la supervision de la préfecture, que tous les migrants seront débarqués du navire et ensuite enregistrés comme demandeurs d'asile. Comme à son habitude, le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, avait proposé que l'île de Beauté accueille le bateau. Sur Twitter, il écrivait mardi que, conformément à sa tradition d'hospitalité et pour éviter toute perte de vie humaine, la Corse est prête, si nécessaire, à accueillir temporairement l'Ocean Viking dans l'un de ses ports. Mais le député européen des Républicains Nadine Morano était invité à s'exprimer sur l'immigration et notamment sur l'Ocean Viking au micro d'Europe 1. Avec le sens de la formule qu'on lui connaît, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a remis les points sur les i. À un moment, je dis stop, c'est à l'Afrique à prendre en charge ses citoyens. On ne peut pas, nous, avoir la responsabilité totale des deux rives de la Méditerranée. L'Ocean Viking sévit depuis plusieurs années déjà. Sa méthode est simple, récupérer les migrants au large des côtes africaines, se faisant ainsi l'allié objectif des réseaux de passeurs illégaux et poussant également les clandestins à prendre tous les risques. Les images filmées par le passé à bord du navire sont éloquentes. L'écrasante majorité des passagers récupérés en mer sont de jeunes hommes, de toute évidence en pleine forme, et ce, dans les eaux africaines. Cette tolérance systématique à l'égard des clandestins a pourtant une conséquence habituelle. Elle attise les pompes aspirantes migratoires. Ainsi, toujours plus de candidats à l'exil se lancent dans un voyage qui peut leur être parfois fatal. Les navires prétendument humanitaires ont donc leur part de responsabilité dans les drames de la Méditerranée. Dans le même temps, les pays européens d'accueil, la France en tête, déjà en peine d'intégrer les arrivées légales, se retrouvent dans une situation impossible. Ainsi, de plus en plus de clandestins, identifiés ou non, défraient la chronique faits divers dans notre pays. Pas sûr que Marseille ait besoin d'un nouvel arrivage.